La corde au cou, partie 10, chapitre 19 de la partie 2 du roman. Déjà, maître Folga était à l'œuvre. Confiance en sa cause, conviction de l'innocence de Jacques, attrait de l'inconnu, fièvre de la lutte, incertitude du résultat, convoitise du succès, affection, intérêt, passion, tout se réunissait pour exalter le génie du jeune avocat et fouetter son activité. Et au-dessus de tout, encore planait, mystérieux et indéfinissable, le sentiment que lui inspirait mademoiselle de Chandoré. Car il avait subi le charme, comme tous les autres. Ce n'était pas de l'amour, car dire amour, c'est dire espérance, et il savait bien que toute et à tout jamais, mademoiselle Denise appartenait à Jacques. C'était un sentiment puissant et doux, qui lui faisait souhaiter se dévouer pour elle et désirer d'être pour quelque chose dans sa vie et dans son bonheur. C'est pour elle que, sacrifiant toutes ses affaires et oubliant ses clients, il était resté à Sauveterre. C'est pour elle surtout qu'il voulait sauver Jacques de Boiscoran. À peine arrivé à la gare, il avait laissé la marquise de Boiscoran garde du vieil Antoine et, sautant dans une voiture, il s'était fait conduire chez lui. La veille, il avait adressé une dépêche. Son domestique l'attendait. En moins de rien, il eut changé de vêtements. Remontant aussitôt en voiture, il partit à la recherche de l'homme le plus apte, selon lui, à éclaircir cette ténébreuse intrigue. C'était un certain Goudard, qui avait à la préfecture de police des fonctions assez mal définies, mais assez bien rétribuées pour lui donner l'aisance. C'était un de ces agents à tout faire que la police réserve pour les opérations délicates et les expéditions sabreuses, où il faut à la fois du flair et du tact, une intrépidité à toute épreuve et un imperturbable sang-froid. Maître Folga avait eu occasion de le connaître et de l'apprécier lors de l'affaire de la Société d'escompte mutuelle. Lancé sur les traces du gérant, qui s'était enfui laissant un déficit de plusieurs millions, Goudard l'avait rejoint et arrêté au Canada, après 3 mois de course effrénée à travers l'Amérique. Mais le jour de son arrestation, ce gérant n'avait sur lui, dans son portefeuille et dans ses malles, que 43 000 francs, qui étaient devenus les millions. Lorsqu'on l'interrogea, il répondit qu'ils étaient dissipés, qu'il avait joué à la bourse, qu'il avait été malheureux. Tout le monde le crut, sauf Goudard. Surexcité par l'appât d'une récompense magnifique, il se remit en campagne et réussit, en moins de 6 semaines, à retrouver 1600 000 francs qui avaient été déposés à Londres chez une femme de mœurs équivoques. L'histoire elle-même est bien connue. Ce qu'on ignore, c'est le génie d'investigation, la fertilité de ressources et d'expédients qu'avait dû déployer Goudard pour obtenir un tel résultat. Or, maître Folga le savait exactement, lui qui avait été le conseil et l'avocat des actionnaires de la Société d'escompte mutuelle. Et il s'était bien juré que si jamais une occasion se présentait, c'est à cet habile homme qu'il aurait recours. Goudard, qui était marié et père de famille, demeurait au Diable, route de Versailles, tout près des fortifications. Il occupait, seul avec les siens, une petite maison dont il était, ma foi, propriétaire, véritable retraite du sage, avec un jardinet sur la route et, de l'autre côté, un vaste jardin où il cultivait des plantes et des fruits admirables, et où il élevait toutes sortes d'animaux. Car c'est un fait à remarquer que tous ces hommes de police, qui remuent à la journée le fumier social, adorent la campagne et, dégoûtés sans doute des hommes, aiment de passion les bêtes et les fleurs. Lorsque maître Folga descendit de voiture devant cette plaisante habitation, une jeune femme de 25 ans, éblouissante de beauté, de jeunesse et de fraîcheur, jouait dans le jardinet avec une petite fille de 3 à 4 ans, toute blonde et toute rose. « Monsieur Goudard, madame ?» demanda maître Folga après avoir salué. La jeune femme rougit légèrement et, modeste, mais non embarrassée, « Mon mari, monsieur, répondit-elle d'une voix admirablement timbrée, est dans le jardin, et vous le trouverez en prenant cette allée qui tourne la maison. » Ayant suivi l'indication, le jeune avocat ne tarda pas à apercevoir son homme.
la tête couverte d'un vieux chapeau de paille, en pantoufles et en bras de chemise, ayant devant lui un tablier bleu à pièces et à poches, comme en portent les jardiniers, Goudard était grimpé sur une échelle et s'appliquait à loger dans des sacs de crin les superbes chasselas de ses treilles. Entendant le sable crisser sous des pas, il tourna la tête et tout de suite. « Tiens, fit-il, maître Folga chez moi. Bonjour, maître. » Grande fut la surprise du jeune avocat de se voir ainsi reconnu du premier coup d'œil. Il n'eût certes pas, lui, reconnu ainsi le policier. Plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils ne s'étaient vus. Et combien de temps s'était-il vus? Pas 1 heure en 2 fois. Il est vrai que Goudard était un de ces hommes dont on ne garde pas souvenir. De taille moyenne, il n'était ni gras ni maigre, ni brun ni blond, ni jeune ni vieux. Un employé au passeport eût certainement écrit ainsi son signalement. Front ordinaire, nez ordinaire, bouche ordinaire, yeux de couleur indécise, absence de signes particuliers. On ne pouvait pas dire qu'il eût l'air niais, mais il n'avait pas l'air intelligent. En lui, tout était ordinaire, moyen et indécis. Pas un trait saillant. Il devait fatalement passer inaperçu et être oublié aussitôt passé. « Vous me voyez en train de préparer ma récolte pour l'hiver, » dit-il à maître Folga. « Agréable besogne. Cependant, je suis à vous. Encore ces 3 grappes dans ces 3 sacs, et je descends. » Ce fut l'affaire d'un instant, et dès qu'il fut à terre, « Eh bien, interrogea-t-il, que dites-vous de mon jardin ?» Et tout de suite, il voulut faire visiter son domaine, et avec les extases d'un propriétaire, il vantait la saveur de ses poires duchesses, il exaltait les couleurs éclatantes de ses dahlias, il célébrait l'aménagement de sa basse-cour, où se voyaient des cabanes pour les lapins et un bassin pour les canards de toutes couleurs et des espèces les plus variées. Du fond du cœur, maître Folga maudissait ses enthousiasmes. Que de temps perdu! Mais quand on attend un service d'un homme, c'est bien le moins qu'on flatte sa manie. Aussi renchérissait-il sur tous les éloges, et toujours dans le but de se concilier les bonnes grâces du policier, tirant un étui à cigare et le lui présentant tout ouvert. « Vous en offrirai-je un ?» fit-il. « Merci, je ne fume jamais, » répondit Goudard, et voyant l'étonnement de l'avocat, « Jamais chez moi, du moins, » ajouta-t-il. « J'ai cru remarquer que l'odeur du tabac déplaît à ma femme. » Positivement, si maître Folga n'eût pas connu l'homme, il l'eût pris pour quelque bon et simple rentier, inoffensif et rien moins que subtil, et, lui tirant sa révérence, il se fût retiré. Mais il l'avait vu à l'œuvre, et à sa suite, il visita et admira encore une serre bien établie, la couche des melons et la force des asperges. Jusqu'à ce qu'enfin, conduisant son hôte au fond du jardin, sous une tonnelle où se trouvaient une table et des sièges rustiques, « Maintenant, dit Goudard, asseyons-nous, maître, et dites-moi votre affaire, car ce n'est pas pour l'unique plaisir de visiter mon domaine que vous êtes venu. » Goudard était de ces hommes qui ont reçu en leur vie plus de confidence que 10 confesseurs, 10 avoués et 10 médecins ensemble. On pouvait tout lui dire. Sans l'ombre d'une hésitation, et tout d'un trait, maître Folga lui dit l'histoire de Jacques et de madame de Clodieuse. Il écouta sans un mot, sans un geste, sans qu'un des muscles de son visage tressaillît, et quand l'avocat eut achevé, « Eh bien ?» demanda-t-il. « Avant tout, répondit maître Folga, je voudrais votre impression. Admettez-vous les explications de monsieur de Boiscoran ? Pourquoi non ? J'en ai, par ma foi, vu bien d'autres. Alors, vous pensez que malgré tant de charges qui l'accablent, il faut croire à son innocence ? Permettez, je ne pense rien. Diable, il faut étudier une affaire avant d'émettre son opinion. Il sourit, et regardant le jeune avocat. Mais voilà bien des préambules, fit-il. Qu'attendez-vous donc de moi ? Votre aide, pour faire jaillir la vérité. L'homme de la préfecture, assurément, s'attendait à quelque proposition de ce genre. Après une minute de réflexion, regardant fixement maître Folga. « Si je vous ai bien compris, reprit-il,
Vous voudriez procéder à une contre-instruction au bénéfice de la défense ? Précisément. Et à l'insu de l'accusation ? Juste. Eh bien, il m'est impossible de vous servir. Le jeune avocat était trop au courant des affaires pour n'avoir pas prévu une certaine résistance, et il s'était préoccupé des moyens de triompher. « Ce n'est pas votre dernier mot, mon cher Goudard, dit-il. Pardonnez-moi, je ne m'appartiens pas. J'ai un emploi et des occupations journalières. Vous pouvez demander, et on ne vous refuserait certainement pas un congé d'1 mois. C'est vrai, mais il est certain aussi qu'on s'inquiéterait à la préfecture de ce congé. On me surveillerait probablement, et si l'on venait à découvrir que je me mêle de faire de la police pour le compte des particuliers, on me laverait la tête solidement et on se priverait de mes services. Oh, il n'y a pas de « oh ». On ferait ce que je vous dis, et on aurait raison. Car enfin, où irions-nous, et que deviendraient la sécurité et la liberté individuelle, si le premier venu avait le droit d'embaucher les agents de la préfecture et de les employer à sa fantaisie? Et que deviendrais-je si je venais à perdre ma place? La famille de M. de Boiscoran est riche et témoignerait magnifiquement sa reconnaissance à l'homme qui le sauverait. Et si je ne le sauvais pas? Et si, au lieu de réussir à démontrer son innocence, je ne parvenais qu'à recueillir des preuves nouvelles de sa culpabilité? L'objection était si forte que maître Folga n'essaya même pas de la discuter. Je pourrais, dit-il, vous remettre comme entrée de jeu une certaine somme qui vous resterait acquise, quel que fût le résultat. Quelle somme? 100 louis? Certes, 100 louis ne sont pas à dédaigner, mais qu'en ferais-je si j'étais mis à pied? Je n'ai pas à penser qu'à moi, j'ai une femme et un enfant, et pour toute fortune, cette bicoque, qui n'est même pas finie de payer. Ma femme, qui est orpheline, n'avait en dot que son état de repriseuse de dentelle et de cachemire. Ma place n'est pas le Pérou, mais avec les gratifications extraordinaires, elle me vaut, bon an mal an, 7 ou 8 000 francs, sur lesquels j'en économise 2 ou 3. D'un geste amical, le jeune avocat l'arrêta. Si je vous offrais 10 000 francs. 1 année d'appointement. Si je vous en offrais 15 000. Goudard ne répondit pas, mais son œil brilla. C'est une affaire intéressante que celle de M. de Boiscoran, poursuivit maître Folga, et telle qu'il ne s'en présente guère. L'homme qui parviendrait à démontrer l'inanité de l'accusation grandirait singulièrement sa réputation. Se ferait-il aussi des amis au parquet? J'avoue que je ne le pense pas. L'homme de la police secouait la tête. Eh bien, moi, dit-il, j'avoue que ce n'est ni pour la gloire, ni par amour de l'art que je travaille. Oh, je sais bien que la vanité est le grand mobile de quelques-uns de mes confrères. J'ai connu le père Tabaret, je connais Lecoq, je suis plus positif. Mon métier ne m'a jamais plu, et si je continue à l'exercer, c'est faute d'argent pour en entreprendre un autre. Il désespère ma femme, d'ailleurs, qui ne vit pas tant que je suis dehors, et qui tremble toujours qu'on ne me rapporte un beau matin avec un couteau planté entre les épaules. Sans cesser d'écouter, maître Folga avait tiré de sa poche et posé sur la table un portefeuille fort gonflé. « Avec 15 000 francs, prononça-t-il, on peut entreprendre quelque chose. C'est vrai. Il y a à vendre, touchant mon jardin, un terrain qui m'irait comme un gant. Le commerce des fleurs rapporte gros à Paris et plairait joliment à ma femme. On peut gagner beaucoup avec les fruits. » L'avocat comprenait bien qu'il tenait son homme. « Ajoutez, mon cher Goudard, insista-t-il, qu'en cas de succès, ces 15 000 francs ne seraient qu'un acompte. Peut-être les doublerait-on. Monsieur de Boiscoran est le plus généreux des hommes, et ce lui serait une joie que de récompenser royalement l'homme qui l'aurait sauvé. » Il ouvrait son portefeuille, tout en parlant, et il en tirait 15 billets de 1 000 francs qu'il étalait sur la table. « À tout autre qu'à vous, continua-t-il, j'hésiterais à remettre d'avance une somme aussi forte. Un autre, l'argent reçu, ne s'occuperait peut-être plus de mon affaire. Mais je sais votre probité, et si en échange de mes billets vous me donnez votre parole, je serai tranquille. Voyons, est-ce dit ?
L'émotion du policier était grande, car si maître qu'il fût de ses impressions, il avait légèrement pâli. Hésitant, il maniait les billets de banque d'une main frémissante, jusqu'à ce que, tout à coup, « Attendez-moi 2 minutes, dit-il. Et, se levant brusquement, il courut vers la maison. Va-t-il consulter sa femme ? Se demandait maître Folga. Il y allait positivement, car le moment d'après, ils apparurent au bout de l'allée, discutant avec une certaine animation. D'ailleurs, la discussion dura peu. Revenant à la tonnelle, « C'est entendu, déclara Goudard. Je suis votre homme. » Joyeusement, l'avocat lui serra la main. « Merci, s'écria-t-il, car, aidé par vous, je réponds presque du succès. Malheureusement, le temps presse. Quand nous mettrons-nous à l'œuvre ? À l'instant. Permettez-moi de changer de costume et je suis à vous. Il faudra que vous me donniez les clés de la maison de la rue des Vignes. Je les ai dans ma poche. En ce cas, nous allons y aller immédiatement, car il me faut avant tout reconnaître le terrain, et vous allez voir si je suis long à ma toilette. » Moins d'un quart d'heure après, effectivement, il reparaissait, vêtu d'une longue redingote noire et gantée, présentant le type achevé de ces dignes boutiquiers retirés, après fortune faite, qu'on rencontre dans la banlieue de Paris, promenant au soleil l'ennui de leur oisiveté et l'incurable regret de leur boutique. « Partons, » dit-il à l'avocat. Et après avoir salué madame Goudard, qui les accompagna de son plus radieux sourire, ils montèrent en voiture en criant au cocher. « Rue des Vignes, 23 » C'est une singulière rue que cette rue des Vignes, qui ne mène nulle part, peu connue et si peu fréquentée que l'herbe y pousse drue. Très longue, elle affecte la forme d'un vaste demi-cercle, dont la rue de Boulainvilliers est la corde. Montueuse, tortueuse, raboteuse, à peine pavée, elle ressemble bien plus à une ruelle de village qu'à une des voies de Paris. Point de boutique, à peine quelques maisons, mais de droite et de gauche d'interminables murs de jardin, au-dessus desquels s'élèvent de grands arbres. « Ah, l'endroit est bien choisi, pour de mystérieux rendez-vous, » grommelait Goudard. « Trop bien choisi, même, car nous n'y trouverons pas de renseignements. » La voiture s'arrêta devant une petite porte percée dans un vieux mur, dont les nombreuses réparations trahissaient les ravages des 2 sièges. « Nous voilà au 23, bourgeois, » dit le cocher, « mais je ne vois pas de maison. » On ne la voyait pas de la rue, mais étant entrés, maître Folga et Goudard l'aperçurent. S'élevant au milieu d'un immense jardin, simple et coquette, avec son double perron, son toit d'ardoise et ses persiennes fraîchement peintes. « Mon Dieu !» s'écria l'homme de la préfecture, « qu'un jardinier serait bien ici. » Et maître Folga devina à son accent de telle convoitise que, tout aussitôt, « Si nous sauvons monsieur de Boiscoran, dit-il, je suis bien sûr qu'il ne gardera pas cette habitation. »« Visitons, » dit l'agent d'un ton qui révélait une envie immense de réussir. Malheureusement, Jacques de Boiscoran avait dit vrai. Meubles, tapis, tentures, tout était neuf, et c'est inutilement que Goudard et maître Folga explorèrent les 4 pièces du rez-de-chaussée et les 4 pièces de l'étage supérieur, le sous-sol où était la cuisine et enfin les greniers. « Nous ne recueillerons pas un indice dans cette maison, » déclara l'homme de la préfecture. « Pour l'acquit de ma conscience, j'y viendrai passer un après-midi, mais aujourd'hui nous avons mieux à faire. Voyons les gens des environs. » Les habitants ne sont pas nombreux, rue des Vignes. Un chef d'institution et un nourrisseur, un serrurier en bâtiment et un loueur de voitures, 5 ou 6 propriétaires et l'inévitable marchand de vin traiteur constituent toute la population. « Notre tournée sera bientôt faite, » dit l'homme de police, après avoir ordonné au cocher d'aller attendre au bout de la rue. Ni le chef d'institution, ni ses employés ne savaient rien. Le nourrisseur avait ouï dire que la maison numéro 23 appartenait à un Anglais, mais il ne l'avait jamais aperçu et ignorait même son nom. Le serrurier, lui, savait que cet Anglais s'appelait Francis Burnett. Il avait fait pour lui divers travaux dont il avait été fort bien payé et avait eu par conséquent occasion de le voir, mais il y avait si longtemps de cela
qu'il se déclarait incapable de le reconnaître. « Nous jouons de malheur, » disait maître Folga après cette 3e visite. Plus fidèle était la mémoire du loueur de voitures. Il connaissait fort bien, affirma-t-il, l'anglais du numéro 23, l'ayant conduit 2 ou 3 fois. Et le signalement qu'il en donna était exactement celui de Jacques de Boiscoran. Il se rappelait encore qu'un soir qu'il faisait un temps affreux, sœur Burnett était venue de sa personne lui demander une voiture. C'était pour une dame qui y était montée seule et s'était fait conduire place de la Madeleine. Mais la nuit était sombre, la dame portait un voile épais, il n'avait pas distingué ses traits. Et tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'elle lui avait paru d'une taille au-dessus de la moyenne. « C'est toujours cela, » disait Goudard en quittant le loueur. « Mais le mieux renseigné doit être le marchand de vin. » Et ce fut sagement fait. Le marchand de vin ne savait pas grand-chose, mais son garçon, qui habitait le quartier depuis 5 ou 6 ans, connaissait de vue sœur Burnett et avait surtout bien connu sa domestique anglaise, Sucky Wood. Et, tout en servant, il donnait quantité de détails. Sucky, racontait-il, était une grande diablesse de plus de 5 pieds, rousse à mettre le feu à ses bonnets et qui avait les grâces d'un cuirassier habillé en femme. Il avait souvent et longuement causé avec elle, quand elle venait chercher une portion du plat du jour pour son dîner, ou acheter de la bière qu'elle aimait beaucoup. Elle se déclarait fort satisfaite de sa place, disant qu'elle y était bien payée et qu'elle n'avait autant dire rien à faire, puisqu'elle était seule à la maison les 3/4 de l'année. Par elle, le garçon marchand de vin avait appris que M. Burnett devait avoir un autre domicile et qu'il ne venait rue des Vignes que pour recevoir une dame. Même cette dame intriguait beaucoup Sucky. Jamais, prétendait-elle, jamais elle n'avait pu seulement lui voir le bout du nez, tant elle savait bien prendre ses précautions. Mais elle se promettait bien qu'elle finirait par la dévisager. Et comptez qu'elle y aura réussi tôt ou tard, souffla Goudard à l'oreille de maître Folga. Enfin, par ce garçon marchand de vin, on sut encore que Sucky avait été très lié avec la servante d'un vieux rentier célibataire qui demeurait au numéro 27. Il faut y aller, décida Goudard. Précisément, le maître de cette fille venait de sortir, et elle était seule au logis. Un peu effrayée d'abord de la visite et des questions de ces 2 inconnus, elle ne tarda pas à se rassurer au patelinage de l'homme de la préfecture, et, comme elle avait la langue des mieux pendue, elle confirma pleinement et développa toutes les assertions du garçon marchand de vin. Sucky, dont elle avait eu toute la confiance, ne s'était pas gêné pour lui dire que M. Burnett n'était pas anglais et ne s'appelait pas Burnett, et que s'il venait se cacher ainsi rue des Vignes sous un faux nom, c'était pour y recevoir sa bonne amie, qui était une femme du grand monde, admirablement belle. Enfin, au moment de la guerre, quand elle avait quitté Paris, Sucky avait annoncé qu'elle se rendait en Angleterre dans sa famille. En sortant de la maison du vieux rentier, « C'est bien peu ce que nous venons de recueillir, » disait Goudard au jeune avocat, « et des jurés ne s'en contenteraient pas. Mais c'est assez pour confirmer, au moins en partie, le récit de M. Jacques de Boiscoran. Il nous est prouvé désormais qu'il recevait une femme qui avait le plus grand intérêt à se cacher. Était-ce, comme il l'affirme, madame de Clodieuse ? C'est ce que Sucky nous apprendrait, car certainement elle l'a vu. Donc il faut retrouver Sucky. Et maintenant, remontons en voiture et rendons-nous à la préfecture. Vous m'attendrez au café du palais de justice. Je n'en ai pas pour plus d'1/4 d'heure. Il en eut pour une grande heure et demie, et maître Folga commençait à presque s'inquiéter, quand enfin il reparut, l'air fort satisfait. « Garçon, un boc, » commanda-t-il, et s'asseyant en face de l'avocat. « J'ai été longtemps, dit-il, mais je n'ai pas perdu mon temps. D'abord, j'ai obtenu un congé d'1 mois. J'ai ensuite mis la main précisément sur le gaillard dont je rêvais pour expédier à la recherche de sœur Burnett et de Sucky. C'est un brave garçon, nommé Barousse, fin comme l'ambre, et qui parle anglais comme s'il était né à Londres. Il demande, ses frais de voyage payés, 25 francs par jour, plus 1500 francs de gratification s'il réussit. J'ai rendez-vous avec lui à 6 heures, pour lui rendre une réponse définitive. Si ces conditions vous conviennent, ce soir même,
bien stylé par moi, il sera en route pour l'Angleterre. » Pour toute réponse, maître Folga sortit un billet de 1000 francs en disant « Voilà pour les premiers frais. » Goudard avait achevé son boc. « Cela étant, maître, reprit-il, je vous quitte. Je vais aller rôder rue de la Ferme des Mathurins, autour de la maison de monsieur de Tassard de Bruck, le père de madame de Clodieuze. Peut-être y récolterai-je quelque chose. Demain, je passerai la journée à étudier à la loupe la maison de la rue des Vignes et à interroger les fournisseurs dont vous m'avez donné la liste. Après-demain, j'aurai probablement fini ici. Donc, dans 4 ou 5 jours, vous verrez arriver à Sauveterre un individu qui sera moi. » Et, se levant, « Car il faut que je sauve monsieur de Boiscoran, ajouta-t-il. Je le veux, il le faut. Il a une trop jolie maison. Allons, au revoir à Sauveterre. » 4 heures sonnaient. Sur les talons de Goudard, maître Folga quitta le café et descendit les quais pour gagner la rue de l'Université. Il avait hâte de revoir monsieur et madame de Boiscoran. « Madame la marquise repose, » lui répondit le valet auquel il s'adressa. « Mais monsieur le marquis est dans son cabinet. » C'est là, en effet, que le jeune avocat le trouva, encore tout bouleversé de l'épouvantable scène du matin. Il n'avait rien dit à sa femme qu'il ne pensât, malheureusement. Mais il était désespéré de l'avoir dit en de telles circonstances. Et cependant, il en éprouvait un grand soulagement, car, en vérité, il se sentait en partie délivré des horribles doutes dont il avait si longtemps gardé le secret. Lorsqu'il vit entrer maître Folga, « Eh bien » interrogea-t-il d'une voix altérée. Minutieusement, le jeune avocat répéta le récit de la marquise. Mais il dit, en outre, ce qu'elle n'avait pas pu dire, puisqu'elle ignorait les projets désespérés de Jacques. À cette révélation, M. de Boiscoran eut un geste désolé. « Malheureux !» s'écria-t-il, « et moi qui l'accusais. Il songeait à se tuer. » « Et nous avons eu bien de la peine, maître Magloire et moi, » ajouta maître Folga, « à triompher de sa résolution. Bien de la peine à lui faire comprendre que jamais, quoi qu'il arrive, un innocent n'a le droit de recourir au suicide. » Une grosse larme roulait le long des joues du vieux gentilhomme. « Ah, j'ai été cruellement injuste, » murmura-t-il. « Pauvre malheureux enfant !» Puis, tout haut. « Mais je le verrai, » reprit-il. « Je suis résolu à accompagner madame de Boiscoran à Sauveterre. Quand partez-vous ? Rien ne me retient plus à Paris, tout ce que j'avais à y faire est fait, et je pourrais partir ce soir même. Mais je suis vraiment trop fatigué. Je compte prendre demain matin le train de 10h45. Cela étant, nous ferons le voyage ensemble. C'est entendu, n'est-ce pas ? Demain, à 10h à la gare d'Orléans. Nous serons à Sauveterre à minuit. Chapitre 20. Lorsque la marquise de Boiscoran, le jour de son départ de Sauveterre, était allée rendre visite à son fils, mademoiselle Denise de Chandoré avait demandé à y aller avec elle. Refusée, la jeune fille n'avait pas insisté. « Je vois bien qu'on me cache quelque chose, » avait-elle dit simplement, « mais qu'importe !» Et elle s'était réfugiée au salon, et là, assise à la place où elle s'asseyait autrefois, en ces temps heureux où Jacques passait près d'elle toutes ses soirées, elle était restée de longues heures immobile, les sourcils froncés, semblant suivre de l'œil, dans l'espace, des scènes invisibles pour les autres. L'inquiétude était sans borne de grand-père Chandoré et des tantes Lavarande. C'est qu'ils savaient mieux peut-être qu'elle ne se savait elle-même. Denise, leur enfant adoré, leur plus cher et leur unique souci depuis bientôt 20 ans, c'est qu'ils connaissaient chacune des expressions de cette physionomie, miroir fidèle de l'âme la plus pure. C'est qu'à un tressaillement de son visage, à un geste, à une intonation de sa voix, il s'était habitué à démêler ses pensées. « Certainement, Denise médite quelque grave projet, » disaient les tantes à monsieur de Chandoré. « Elle réfléchit, elle calcule, elle est en train de prendre une résolution. » C'était l'avis du vieux gentilhomme, et à plusieurs reprises, « À quoi penses-tu, chère fille ?» lui demanda-t-il. « À rien, bon papa, » répondit-elle. « Tu es plus triste encore qu'à l'ordinaire. Pourquoi ? » « Hélas, le sais-je moi-même. Sait-on pourquoi, selon les jours, on a le cœur plein de soleil ou plein de brume ? » Mais, le lendemain,
elle voulut absolument qu'on la conduisît chez ses couturières, et, comme elle y trouva Méchinet, le greffier, elle resta en conférence avec lui une grosse demi-heure. Puis, le soir, le docteur Saignebosse étant venu, elle le guetta à sa sortie et le tint longtemps à causer tout bas devant la porte. Et enfin, le lendemain encore, elle demanda qu'il lui fût permis d'aller visiter Jacques. Il n'y avait pas à lui refuser cette triste satisfaction. Il fut convenu que l'aînée des tantes Lavarande, mademoiselle Adélaïde, l'accompagnerait. Et, sur les 2 heures, elle frappait à la porte de la prison et demandait Jacques au geôlier qui était venu leur ouvrir. « Je cours le chercher, mademoiselle, » répondit Blangin. « En attendant, prenez donc la peine d'entrer chez moi, car le parloir est tellement humide que moins vous y resterez, mieux cela vaudra. » Ainsi fit mademoiselle Denise, ou plutôt, elle fit plus, car laissant la tante Lavarande dans la pièce du bas, elle entraîna madame Blangin dans la chambre du haut, ayant, prétendit-elle, quelque chose à lui dire. Quand elles redescendirent, Blangin était de retour, annonçant que monsieur de Boiscoran attendait. « Viens, » dit la jeune fille en entraînant sa tante. Mais elle n'avait pas fait 10 pas dans l'étroit et long corridor qui menait au parloir, qu'elle s'arrêta. Saisie par l'humidité qui tombait des voûtes comme un linceul glacé, fléchissant sous l'excès des plus terribles émotions, elle chancelait et en était réduite à s'appuyer au mur tout fleuri de salpêtre. « Seigneur, elle se trouve mal !» s'écria mademoiselle Adélaïde. Du geste, mademoiselle Denise lui imposa silence. « Ce n'est rien, dit-elle. Tais-toi !» Et rassemblant toute son énergie, et appuyant sa petite main caressante sur l'épaule de la vieille demoiselle, « Tante aimée, ajouta-t-elle, il faut que tu nous rendes un immense service. C'est bien important ce que j'ai à dire à Jacques, et il serait très dangereux qu'on l'entendît. Je sais qu'on épie souvent les conversations des prisonniers. Reste, je t'en prie, dans ce corridor. Si quelqu'un venait, tu nous préviendrais. »« Y songes-tu, cher enfant? Serait-il convenable ?» La jeune fille l'arrêta encore. « Quand je suis venue passer la nuit ici, dit-elle, était-ce convenable? Hélas, dans notre situation, toute démarche est convenable qui peut être utile. » Et comme tante Lavarande ne répondait pas, certaine de sa ponctuelle soumission, elle s'avança vers le parloir. « Denise !» s'écria Jacques, dès qu'elle apparut sur le seuil. « Denise !» Il était debout, le malheureux, au milieu de cette grande salle lugubre, plus blanc que le plâtre de la muraille, mais calme, en apparence, et presque souriant. La violence qu'il se faisait était horrible, mais pouvait-il laisser voir à sa fiancée l'horreur de son désespoir? Ne devait-il pas tout faire, au contraire, pour la rassurer? S'avançant vers elle et lui prenant les mains, « Ah, vous êtes bonne d'être venue, commença-t-il, trop bonne, et cependant je vous attendais. Depuis ce matin, j'ai l'oreille au guet et je tressaille à tous les grincements de la porte de la prison. Mais me pardonnerez-vous jamais de vous avoir réduite à pénétrer, pour me voir, dans un lieu tel que celui-ci, malpropre et laid, et qui n'a pas même la sinistre poésie de l'horrible ?» Elle le regardait avec une fixité si obstinée que les paroles finirent par expirer sur ses lèvres. « Pourquoi me mentir, Jacques ?» dit-elle tristement. « Je vous mens, moi ? Oui. Pourquoi affecter cette tranquillité si loin de votre âme, et cette gaieté qui fait mal? N'avez-vous plus confiance en moi? Me jugez-vous si enfant qu'il faille me dissimuler la vérité, ou si faible et si veule que je ne puisse porter ma moitié de nos peines? Cessez de sourire, Jacques, car vous n'avez plus d'espoir. » « Vous vous trompez, Denise, je vous le jure. »« Non, Jacques, on me cache quelque chose. Je m'en suis bien aperçue, et je ne vous demande pas ce que c'est. Ce que je sais suffit. Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises. »« Pardon, la chambre des mises en accusation n'a pas encore rendu son arrêt. »« Mais elle le rendra, et il sera fatal. » C'était bien l'opinion et la terreur de Jacques. Il frémit, et pourtant, s'obstinant au rôle qu'il s'était imposé, « Baste, fit-il, si je passe en cour d'assises, je serai acquitté. »« En êtes-vous bien sûr ? » ?»« J'ai pour moi 99 chances sur 100. »
Il en est donc une contre, s'écria la jeune fille. Et, saisissant les poignets de Jacques et les serrant avec une force dont jamais on ne l'eût cru capable. Cette chance unique, ajouta-t-elle, vous n'avez pas le droit de la courir. Jacques tressaillit de tout son corps. Était-ce possible? Comprenait-il bien? Denise venait-elle lui conseiller cet acte de suprême désespoir auquel l'avaient fait renoncer ses défenseurs? « Que voulez-vous dire » fit-il d'une voix troublée. « Je dis qu'il faut fuir. »« Fuir » ? Rien n'est si facile. J'ai réfléchi, consulté, tout prévu. Les geôliers sont à nous. Je viens de m'entendre avec la femme de Blangin. Un soir, sitôt la nuit, on vous ouvre les portes. Un cheval scellé vous attend hors de la ville et des relais ont été préparés. Vous montez à cheval et en 4 heures vous êtes à La Rochelle. Là, un de ces bateaux pilotes qui peuvent braver les plus grosses mers vous prend à son bord et vous transporte en Angleterre. Jacques hochait la tête. « Ceci est impossible, murmura-t-il. Je suis innocent. Je ne puis pas abandonner tout ce qui m'est cher. Vous, Denise. Vous. » Une épaisse rougeur couvrait les joues de la jeune fille. « Je me suis mal expliquée, Jacques, » balbutia-t-elle. « Vous ne partiriez pas seul. » D'un mouvement éperdu, il leva les mains vers le ciel. « Dieu juste !» s'écria-t-il. « Tu me devais cette compensation. » Et cependant, d'une voix plus forte, mademoiselle Denise poursuivait. « Me supposeriez-vous assez lâche pour abandonner l'ami que tout trahit ? Non, non. Grand-papa et tante Lavarande m'accompagneront, et nous vous rejoindrons en Angleterre. Vous changerez de nom, et nous passerons en Amérique. Et nous chercherons bien avant, dans les terres, loin des villes et des hommes, quelques contrées nouvelles où nous nous fixerons. Ce ne sera pas la France, c'est vrai, mais la patrie, Jacques. C'est le pays où l'on est libre, où l'on est aimé, où l'on vit heureux. » Remué jusqu'aux dernières, jusqu'aux plus subtiles fibres de son être, par les plus délirantes sensations, Jacques de Boiscoran laissait tomber son masque d'impassible insouciance. Était-il au monde un homme ayant reçu une preuve plus étonnante de dévouement et d'amour? Et de quelle femme? D'une jeune fille qui réunissait toutes ces qualités dont une seule rend fières les autres jeunes filles, l'esprit et la grâce, la noblesse, la fortune, la beauté, et qui était la réalisation sublime de tout ce qui se peut concevoir d'angélique et de pur. Ah, elle ne calculait pas, celle-là, comme l'autre. Elle ne songeait pas à prendre ses sûretés avant de tendre ses lèvres à un premier baiser. Elle ne faisait pas de la duplicité une science et de l'hypocrisie son unique vertu. C'est bien entièrement et sans arrière-pensée qu'elle s'abandonnait. Et c'est au moment où Jacques voyait tout s'écrouler autour de lui, et lorsqu'il touchait aux plus sombres abîmes du désespoir, que ce bonheur lui arrivait, si grand et si inattendu que son âme fléchissait sous le poids. Un instant il demeura immobile, perdu de stupeur. Puis, tout à coup, d'une étreinte convulsive, attirant à lui sa fiancée, la pressant contre sa poitrine et inondant de baisers ses cheveux à demi dénoués. « Soyez bénie, ô ma bien-aimée !» s'écria-t-il. « Soyez bénie de votre fidélité au malheur. Je ne me plaindrai plus. J'aurais eu, quoi qu'il advienne, ma part de félicité. » Elle crut qu'il consentait. Plus palpitante qu'une mésange aux mains d'un enfant, elle se dégagea et se reculant et plongeant son beau regard dans les yeux de Jacques. « Fixons donc le jour, dit-elle. »« Quel jour ? » ?»« Celui de votre évasion. » Ce seul mot rappela Jacques au sentiment affreux de sa situation. Il planait au plus haut de l'azur. Il retomba dans les fanges de la réalité. Son visage rayonnant d'une joie céleste s'assombrit tout à coup, et d'une voix rauque. « C'est un rêve trop beau, prononça-t-il, que nous venons de faire. Il ne saurait se réaliser. » Ah, la pauvre jeune fille ne vit que trop qu'elle s'était trop tôt réjouie. « Que dites-vous » balbutia-t-elle. « Je ne peux pas, je ne dois pas, je ne veux pas fuir. »« Vous me refusez, Jacques ?» Il ne répondit pas. «
Vous me refusez lorsque je vous jure que j'irai vous rejoindre et partager votre exil. Doutez-vous donc de ma parole? Craignez-vous que mon grand-père et mes tantes Lavarande ne me retiennent ici, malgré moi? Aux accents de cette voix suppliante, Jacques sentait en quelque sorte se détremper son énergie et sa volonté vaciller. « Je vous en conjure, Denise, interrompit-il, n'insistez pas, ne m'enlevez pas mon courage. » Elle devait souffrir horriblement, ses yeux brillaient d'un éclat insupportable, ses lèvres sèches tremblaient. « Vous vous résignez donc à passer en cour d'assises, dit-elle. « Oui. Et si vous êtes condamné? »« Je puis l'être, je le sais. »« C'est insensé !» s'écria la jeune fille. Désespérée, elle se tordait les mains, et sans suite, les paroles jaillissaient de sa bouche. « Mon Dieu, disait-elle, inspirez-moi. Comment le fléchir? Quelles paroles employer? »« Jacques, ne m'aimez-vous donc plus? Pour moi, si ce n'est pour vous, je vous en supplie, fuyons. C'est la honte évitée, c'est la liberté, c'est le salut. Rien ne peut donc vous toucher. Que voulez-vous? Faut-il que je me traîne à vos pieds? » Et elle se laissait, en effet, glisser aux pieds de Jacques. « Fuyez !» répétait-elle. « Fuyez !» Ainsi que tous les hommes vraiment énergiques, Jacques, par l'excès même de l'émotion, recouvrait la plénitude de son sang-froid. Maîtrisant l'affreux désordre de sa pensée, il releva mademoiselle Denise et la porta toute défaillante jusqu'au banc grossier du parloir. S'agenouillant ensuite devant elle et lui prenant les mains. « Denise, commença-t-il, par pitié, revenez à vous et écoutez-moi. Je suis innocent, et fuir, ce serait avouer que je suis coupable. »« Et qu'importe ! Pensez-vous donc que ma fuite arrêterait le procès? Non. Absent, je n'en serais pas moins jugé, et, reconnu coupable sans discussion, je serais condamné, flétri, déshonoré sans retour. Qu'importe, dit-elle encore. Alors il comprit que ce ne serait pas avec de telles objections qui la ramèneraient à la raison. Il se releva, et d'une voix ferme, « Laissez-moi donc, prononça-t-il, vous apprendre ce que vous ignorez. M'évader est aisé, j'en conviens. Je crois comme vous que nous gagnerions facilement l'Angleterre, et même que nous réussirions à nous embarquer sans être inquiétés. Mais après, le câble transatlantique devance les plus rapides paquebots, et en mettant le pied sur le sol américain, j'y trouverai sans doute des agents chargés de m'arrêter. Supposons cependant que j'échappe à ce premier danger. Croyez-vous qu'il soit au monde un lieu d'asile pour les incendiaires et les assassins? Il n'en est pas. Aux plus extrêmes limites de la civilisation, je rencontrerai toujours une police et des soldats qui, le traité d'extradition à la main, me livreraient à la justice de mon pays. Seul, je parviendrai peut-être à déjouer toutes les recherches. Je n'y réussirai jamais, vous ayant avec moi, et ayant, près de nous, votre grand-père et les tantes Lavarande. Frappée de ces objections, dont elle n'avait pas même eu l'idée, mademoiselle de Chantedoré se taisait. Cependant, continuait Jacques, admettons que nous ayons échappé à tous les périls. Quelle serait notre vie? Vous imaginez-vous ce que doit être que de toujours fuir et toujours se cacher, que de n'oser affronter les regards d'un étranger et de trembler sans cesse d'être découvert? Avec moi, Denise, votre existence serait celle de la femme d'un de ces bandits que traquent toutes les polices du monde. Et sachez-le, cette existence est si épouvantable qu'on a vu des scélérats endurcis se livrer pour en finir, et donner leur tête en échange d'une nuit de sommeil. Pareille aux perles d'un collier qui s'égrène, de grosses larmes roulaient silencieuses sur les joues de mademoiselle Denise. « Peut-être avez-vous raison, Jacques, murmura-t-elle. Mais, malheureux, si vous êtes condamné. » Eh bien, j'aurais du moins fait mon devoir. J'aurais tenu tête à la destinée et défendu mon honneur. Et quelle que puisse être la condamnation, elle ne me tracassera pas. Et tant que mon cœur n'aura pas cessé de battre, je continuerai à lutter. Et si je meurs avant d'avoir démontré mon innocence, c'est à mes amis, à mes parents, à vous, Denise, que je lèguerai la tâche de poursuivre ma réhabilitation.
elle était digne de comprendre et de partager de tels sentiments. « J'ai eu tort, Jacques, dit-elle, en lui tendant la main. Il faut me pardonner. » Elle s'était levée, et après quelques instants, elle s'apprêtait à se retirer, lorsque Jacques la retint. « Je ne veux pas fuir, dit-il, mais les gens qui consentaient à favoriser mon évasion ne consentiraient-ils pas à me fournir le moyen de passer un soir quelques heures hors de la prison ? » « Je le crois, répondit la jeune fille, et si vous le voulez, je m'en assurerai. » Oui, ce serait peut-être une suprême ressource. Ils se séparèrent, sur ces mots, en s'exhortant au courage et en se promettant de se revoir les jours suivants. Mademoiselle Denise rejoignit la pauvre tante Lavarande, bien lasse de sa longue faction, et elles se hâtèrent de regagner la rue de la Rampe. « Comme tu es pâle, mon Dieu !» s'écria M. de Chantedoré en apercevant sa petite fille. « Comme tu as les yeux rouges ! Qu'est-il donc arrivé ?» Elle lui raconta tout, et le vieux gentilhomme se sentit glacé jusque dans la moelle des os, en reconnaissant qu'il n'avait dépendu que de Jacques de Boiscoran de lui enlever sa petite fille. Il ne l'avait pas fait, cependant. « Ah, c'est un honnête homme !» s'écria-t-il, et effleurant de ses lèvres le front de mademoiselle Denise. « Mais tu l'aimes donc plus que jamais » murmura-t-il. « Hélas !» répondit-elle, « n'est-il pas plus que jamais malheureux ?» Chapitre 21. Vous savez la nouvelle ? Non ? Mademoiselle de Chantedoré est allée visiter monsieur de Boiscoran. Est-ce possible ? C'est exact. 20 personnes l'ont vue remonter la rue du Château, au bras de l'aînée des demoiselles de Lavarande. Entrée à la prison à 2h10, elle n'en est ressortie qu'à 3h15. Cette jeune personne est folle. Et la tante, que dites-vous de la tante ? Qu'elle est plus folle encore que sa nièce. Et monsieur de Chantedoré ? Il faut qu'il ait perdu la tête pour autoriser des frasques pareilles. Après cela, vous savez, tante et grand-père ont toujours fait les 4 volontés de mademoiselle Denise. Jolie éducation. Voilà ce qu'elle produit. Après un tel éclat, il est impossible qu'une jeune fille trouve un homme qui consente à l'épouser. Ainsi fut accueillie à Sauveterre la nouvelle de la visite de mademoiselle Denise à Jacques, nouvelle qui, en un moment, eut fait le tour de la ville. Les dames de la société n'en revenaient pas. C'est qu'on est excessivement vertueux à Sauveterre, et qu'on s'y croit, en conséquence, le droit d'être encore plus sévère, et que surtout, on n'y badine pas sur le chapitre des convenances. Braver l'opinion y est un crime qui ne se pardonne pas. Or, l'opinion, de plus en plus, se déclarait contre Jacques de Boiscoran. Il était à terre. On se disputait la gloire de le frapper. S'en tirera-t-il ? Ce problème, quotidiennement posé au cercle littéraire, avait fait jaillir des flots d'éloquence, provoqué d'ardentes discussions et même soulevé des disputes terribles, dont l'une avait failli se terminer par un duel. Mais nul ne se demandait plus « est-il innocent ?» L'éloquence du docteur Seignebos, l'influence de M. Sénéchal, les habiles efforts de Méchinet avaient également échoué. « Ah, nous aurons une session intéressante !» disaient quantité de gens qui déjà s'inquiétaient de savoir quel serait le président des assises, afin d'être des premiers à lui demander des places. Aussi, de jour en jour, s'intéressait-on plus passionnément au procès et à tous ceux qui, directement ou indirectement, s'y trouvaient mêlés. On voulait savoir ce que faisaient, disaient et pensaient monsieur et madame de Clodieuze, Cocoleux, monsieur Galpin d'Aveline, maître Magloire, mademoiselle de Chantedoré, madame de Boiscoran, le docteur Seignebos. On puisait dans l'absence du marquis de Boiscoran une preuve nouvelle de la culpabilité de Jacques. On s'étonnait du séjour prolongé de maître Folga, lequel avait généralement déplu, par suite de son extrême réserve qu'on attribuait à une fierté aussi excessive que déplacée, et on disait « Il faut qu'il n'ait guère d'ouvrage à Paris pour rester comme cela des mois à Sauveterre. » Tout naturellement, le rédacteur de l'Indépendant de Sauveterre exploitait d'une ardeur sans pareille cette mine inespérée d'intérêt. Il en oubliait sa grande querelle avec le rédacteur de l'Impartial de la Seudre, qui l'accusait de bonapartisme et qui lui répondait par l'épithète de communard.
Chaque jour, en dehors de la chronique locale, il ajoutait un paragraphe à l'affaire Bois-Coran, et il écrivait, usant et abusant de l'initiale, « La santé du comte de C, bien loin de s'améliorer, décline visiblement. Il se levait lors de son installation à Sauveterre, et maintenant il ne quitte plus le lit. Celle de ses blessures qui, dans le principe, semblait présenter le moins de danger, celle de l'épaule, s'est soudainement aggravée sous l'influence des chaleurs tropicales de ces derniers jours. À un moment, on a pu redouter la gangrène et croire qu'il en faudrait venir à une amputation. Hier, monsieur le docteur S nous a paru inquiet. Et comme un malheur ne vient jamais seul, la plus jeune des filles du comte de C est très souffrante. Elle était malade de la rougeole lors de l'incendie. La terreur, le froid et le déplacement ont amené une rechute, qui peut n'être pas sans danger. Au milieu de si cruelles épreuves, madame la comtesse de C est admirable de dévouement, de courage et de résignation. Aussi, lorsqu'il lui arrive de quitter un moment ses chers malades pour venir à l'église prier pour eux, recueille-t-elle, sur son passage, les marques de la plus respectueuse sympathie et la plus sincère admiration. « Ah, misérable Bois-Coran !» s'écriaient les sauvetériens après un tel article. Le lendemain, ils lisaient. Nous avons envoyé prendre à l'hôpital, et madame la supérieure a bien voulu nous donner des nouvelles de C, le pauvre idiot dont le rôle a été si décisif dans le drame sanglant du Valpinçon. L'état mental de C ne s'est pas modifié depuis qu'il a été soumis à l'examen des hommes de l'art. L'étincelle d'intelligence allumée en son cerveau par l'horreur du crime semble décidément et à tout jamais éteinte. Impossible de lui arracher une parole. À peine semble-t-il reconnaître les gens qui prennent soin de lui. Il n'est cependant pas enfermé. Inoffensif et doux, comme un pauvre animal qui aurait perdu son maître, il erre tristement à travers les cours et les jardins de l'hospice. Monsieur le docteur S, qui s'était beaucoup occupé de lui, a presque totalement renoncé à le voir. Quelques personnes pensaient que C serait appelé en témoignage. Des informations puisées aux meilleures sources nous autorisent à croire, au contraire, que les débats perdront cet élément si dramatique d'intérêt et que C ne paraîtra pas devant le jury. Décidément, la déclaration de Coqueleu a été un coup de la Providence, disaient, après cela, en hochant la tête, des gens qui n'étaient pas bien éloignés d'y voir un miracle. Le jour suivant, le rédacteur de l'Indépendant s'occupait de M. Galpin d'Aveline. « Monsieur G.D. » écrivait-il, « le juge d'instruction est en ce moment assez souffrant, ce qui est bien compréhensible, après une enquête aussi laborieuse que celle de l'affaire Bois-Coran. On nous assure qu'il n'attend que l'arrêt de la chambre des mises en accusation pour prendre un congé qu'il compte passer à une des stations thermales des Pyrénées. » Arrivait alors le tour de Jacques. « Monsieur J. de B. supporte mieux qu'on ne s'y serait attendu la détention préventive. Sa santé, d'après les renseignements qui nous parviennent, serait excellente et son moral n'aurait point souffert. Il lit beaucoup et consacre une partie de ses nuits à préparer sa défense et à rédiger des notes pour ses avocats. » Puis venaient au jour le jour de moindres nouvelles. « Le secret de M. J. de B. vient d'être levé. » Ou « M. de B. a eu ce matin une entrevue avec ses défenseurs, Maître M, l'homme le plus éminent de notre barreau, et Maître F, un jeune et déjà célèbre avocat de Paris. Cette conférence a duré plusieurs heures. Nous nous abstiendrons de détails, mais nos lecteurs comprendront la réserve que nous impose la situation pénible d'un prévenu qui continue à protester énergiquement de son innocence. Et encore, M. de B. a reçu hier la visite de sa mère. Ou enfin, nous apprenons à l'instant le départ pour Paris de madame la marquise de B. et de maître F. Notre correspondant de Poitiers nous écrit que la décision de la chambre des mises en accusation ne saurait tarder. Jamais l'Indépendant de Sauveterre n'avait eu tant de lecteurs assidus. Et comme c'était à qui serait le mieux renseigné, quantité de désœuvrés s'étaient constitués les espions volontaires des amis de Jacques et passaient leur vie à essayer de surprendre ce qui se passait chez M. de Chambord. Les plus hardis arrêtaient les domestiques et les interrogeaient. Voilà comment, le soir de la visite de mademoiselle Denise à la prison, il se trouvait des gens à flâner rue de la Rampe. Vers les 10h30, ils virent la voiture de M. de Chambord sortir de sa remise et venir s'arrêter devant la porte. À 11h, M. de Chambord et le docteur Seignebos y prirent place, et le cocher fouetta son cheval qui partit au grand trot. « Où peuvent-ils bien aller ?» se demandèrent les curieux.
et ils suivirent la voiture. C'est à la gare que se faisait conduire le docteur et grand-père Chandoré. Prévenus par une dépêche, ils se rendaient au-devant du marquis et de la marquise de Boiscoran et de maître Folga. Ils arrivèrent bien trop tôt. Le chemin de fer d'intérêt local qui dessert Sauveterre n'est pas le premier du monde pour la régularité et garde encore dans son service certaines habitudes de ses anciennes pataches dont le conducteur, au moment du départ, avait toujours oublié une commission. À minuit et quart, le train qui eût dû être en gare à 11h55 n'était pas encore signalé. Tout aux environs était silencieux et désert. À travers les vitres, on apercevait le chef de la station sommeillant dans son grand fauteuil de cuir. Employés et facteurs dormaient, allongés sur les banquettes de la salle d'attente. Mais on est fait à ce système, à Sauveterre. On en a pris son parti, et c'est sans étonnement ni impatience que M. de Chandoré et le docteur Saignebosse se mirent à se promener de long en large dans la cour. On ne les eût pas beaucoup plus surpris, car ils connaissaient leur ville, si on leur eût dit qu'en ce moment même ils étaient observés. C'est ainsi, pourtant. Deux curieux, plus obstinés que les autres, avaient pris, pour les suivre jusqu'au bout, l'omnibus qui dessert tous les trains. Et, postés un peu à l'écart, ils se disaient « Ah ça, qu'attendent-ils comme cela ?» Enfin, vers 1h moins le quart, une sonnette tinta, et la station parut s'éveiller en sursaut. Le chef de gare ouvrit son guichet, les facteurs se dressèrent en se détirant les bras et en se frottant les yeux. Des jurons retentirent, les portes claquèrent, et le sable cria sous la roue des brouettes. Bientôt, on entendit dans le lointain comme un sourd roulement de tonnerre, et presque aussitôt, tout à l'extrémité de la voie, brilla dans la nuit, comme une boule de feu, la lanterne rouge de la locomotive. M. de Chandoré et le docteur coururent à la salle d'attente. Le train s'arrêtait, une porte s'ouvrit, et madame de Boiscoran parut, s'appuyant au bras de maître Folga. Le marquis de Boiscoran, un sac de voyage à la main, suivait. « Tout s'explique !» se dirent les espions volontaires qui étaient venus coller l'œil à une des fenêtres. Et comme le train n'amenait aucun autre voyageur, ils obtinrent du conducteur de l'omnibus de partir à l'instant même, pressés qu'ils étaient d'annoncer l'arrivée du père de l'accusé. L'heure était indue. Depuis longtemps la ville dormait, mais ils ne désespéraient pas de trouver encore quelques habitués au cercle littéraire. On veille souvent fort avant, dans la nuit, à ce cercle, depuis qu'on y joue, car on y joue, et même assez gros jeu pour y perdre très joliment son billet de 500 francs. Cette aimable distraction, à vrai dire, ne date que de quelques années. À 10 heures sonnantes, autrefois, les journaux lus et relus et les cancans épuisés, chacun regagnait tranquillement son logis. Mais voilà que, vers 1850, un homme de plaisir, grand ami de la vie joyeuse, et d'ailleurs fort spirituel, fut nommé sous-préfet à Sauveterre. Il s'y ennuya et, pour se distraire, il eut l'idée d'inoculer aux habitués du cercle le virus du baccarat tournant. Il n'y avait pas de chance, mais les autres y prirent un goût extrême. Et depuis, le sous-préfet a été changé, mais le baccarat est resté, au grand désespoir des dames de la société. Donc les implacables curieux avaient chance de trouver des oreilles pour leurs grosses nouvelles. Et cependant, moins pressés de la répandre, ils eussent assisté, et non sans émotion peut-être, à cette première entrevue de M. de Chandoré et du marquis de Boiscoran. D'un même mouvement instinctif, ils s'étaient précipités à la rencontre l'un de l'autre, et, désespérément, ils se serraient les mains. Ils avaient des larmes dans les yeux. Ils ouvraient la bouche pour se parler, puis ils se taisaient, comme si les plaintes qui leur montaient aux lèvres leur fussent retombées dans le cœur. Entre eux, d'ailleurs, qu'était-il besoin de paroles? N'était-ce pas assez de cette muette étreinte pour que le père de Jacques comprît tout ce que devait souffrir le grand-père de Denise? Et ils demeuraient immobiles, en face l'un de l'autre, quand le docteur Saignebosse, qui se donnait comme toujours beaucoup de mouvement, vint à eux. « Les bagages sont sur la voiture, leur dit-il. Venez-vous » Ils sortirent. La nuit était fort claire, et, à l'horizon, au-dessus de la masse noire de la ville endormie, se détachaient sur le bleu pâle du ciel les 2 tours du vieux château transformé en prison. « Voilà donc où est Jacques, »
murmura M. de Boiscoran. Voilà où est enfermé mon fils, accusé d'un crime atroce. Nous l'en tirerons, morbleu, interrompit M. Sagnebos, en aidant le marquis à monter en voiture. Mais c'est en vain que, durant le trajet, le docteur essaya, ainsi qu'il le dit, de remonter le courage de ses compagnons de route. Ses espérances ne trouvaient nul écho en ces âmes désolées. Maître Folga s'informa de mademoiselle Denise qu'il avait été surpris de ne pas voir à la gare. M. de Chantedoré lui répondit qu'elle était restée à la maison avec les tantes Lavarande pour tenir compagnie à maître Magloire. Et ce fut tout. Il est de ces situations où parler est un supplice. Le marquis de Boiscoran n'avait pas trop de toute sa volonté pour maîtriser des spasmes qui ressemblaient fort à des sanglots. De se voir à Sauveterre, cela le bouleversait. La distance, quoi qu'on dise, émousse les sensations. Une poignée de main de M. de Chantedoré l'avait plus remué que toutes les lettres qu'il avait reçues depuis un mois. Et, en découvrant au loin la prison de Jacques, il avait eu la notion exacte de l'épouvantable torture de ce malheureux impuissant à se disculper. Madame de Boiscoran, elle, était depuis la veille anéantie, comme si tous les ressorts de son âme se fussent brisés d'un coup. Et M. de Chantedoré frémissait de les voir ainsi accablés. S'il désespérait, qu'avait-il à espérer, lui, qui savait la destinée de Denise indissolublement liée à la destinée de Jacques? La voiture, cependant, s'arrêtait rue de la Rampe. La porte de la maison s'ouvrit aussitôt, et madame de Boiscoran se trouva dans les bras de Denise, qui la soutint jusqu'à un fauteuil du salon. Les autres avaient suivi. Il était plus de 2 heures, mais chaque minute, désormais, avait sa valeur. Rajustant ses lunettes, « Je suis d'avis, commença le docteur Sagnebos, d'échanger nos renseignements. Moi, ici, j'en suis toujours au même point. Mais, vous savez mes convictions. Je n'en démords pas. Cocoleux est un simulateur et je le prouverai. Je semble ne plus m'occuper de lui. En réalité, je l'observe de plus près que jamais. » Mademoiselle Denise l'interrompit. « Avant de rien décider, fit-elle, il est un fait qu'il faut que vous sachiez. Écoutez-moi. » Et pâle, car il lui en coûtait affreusement de livrer le secret de son cœur, mais l'œil étincelant d'énergie et d'une voix vibrante, elle raconta ce que déjà elle avait avoué à son grand-père, c'est-à-dire les propositions qu'elle était allée porter à Jacques et son refus obstiné de fuir. « Bien, jeune fille, approuvait M. Sagnebos, enthousiasmé. « Très bien. Si malheureux que soit Jacques, on peut encore envier son sort. » Mademoiselle Denise terminait. Adressant à maître Magloire un regard de triomphe, « Après cela, ajouta-t-elle, est-il quelqu'un encore qui puisse croire que Jacques est un lâche assassin ?» Le célèbre avocat de Sauveterre n'était pas de ceux qui tiennent à leur opinion plus qu'à la vérité. « J'avoue, dit-il, que si j'avais à voir Jacques demain pour la première fois, je ne lui parlerais pas comme je l'ai fait. »« Et moi, s'écria le marquis de Boiscoran, je déclare que je réponds de mon fils comme de moi-même, et je le lui dirai demain. » Et, se penchant vers sa femme, et assez bas pour qu'elle fût seule à l'entendre. « Et j'espère, ajouta-t-il, que vous me pardonnerez des soupçons qui maintenant me font horreur. » Mais les forces de la marquise étaient à bout. Elle défaillait et elle dut se retirer, accompagnée de Denise et des tantes Lavarande. Sur leurs talons, le docteur Sagnebos donna un tour de clé à la porte et, s'adossant à la cheminée et retirant, pour les essuyer, ses lunettes d'or, « Maintenant, maître Folga, dit-il, nous pouvons parler librement. Quelles nouvelles apportez-vous ? »